Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans cette série consacrée à la peau de chagrin d'Honoré de Balzac. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au parcours associé rattaché à cette œuvre intégrale, à savoir les romans de l'énergie, création et destruction. Alors n'oubliez pas que les notions que nous allons aborder peuvent vous servir comme argument dans votre démonstration de dissertation. Et pour bien faire, nous allons faire simplement en nous intéressant successivement aux trois mots-clés de ce parcours associé, à savoir énergie, création et destruction. Alors on va commencer donc par s'intéresser par le mot énergie. Il apparaît en français, dans la langue française vers les années 1500, donc on est au XVIe siècle et il provient d'un mot grec qui signifierait ou qui signifie force en action. À ce moment-là, énergie a le sens de pouvoir, d'efficacité et peu à peu, il va désigner la force, la détermination dans l'action et donc aussi la vitalité physique. Et puis, ce terme va beaucoup se développer au XIXe siècle dans les sciences, et notamment les sciences physiques et chez Balzac, l'énergie, désigne la force vitale et la force créatrice et ce mot, à ce moment-là, a une connotation plutôt positive et on voit bien que, par contre, petit à petit, cette création, on y reviendra, bien après, bien sûr, en parlant des 2 autres mots-clés, peut être alliée à quelque chose de plus négatif. Alors les visages de l'énergie, dans, le genre romanesque, ne datent pas seulement de Balzac. Vous avez déjà cette, figure de l'énergie dans les héros de la mythologie grecque, qui étaient présentés comme, des demi-dieux et par exemple, les héros, de l'épopée conserve cette image, hein, du héros qui physiquement est très fort et doté d'une énergie extraordinaire. On pensera donc à tous les héros, mythologiques bien sûr, mais qu'on retrouve, dans la littérature, bien après, avec cette idée du, héros, qui est doté de cette énergie, de cette force. On peut penser aussi bien sûr à l'image, exagérée et comique des héros, chez Rabelais, dans Gargantua et Pantagruel. Et puis ce qui est intéressant, c'est que cette énergie va évoluer, petit à petit dans l'histoire de la littérature et cette énergie va transformer le personnage petit à petit comme un personnage, un anti-héros qui va manquer d'énergie et de force. On pense à ces, personnages qui vont, se déployer dans la littérature, du XXe siècle, par exemple. Alors cette énergie peut, adopter différents visages, comme par exemple celui de la jeunesse. On évoquera, par exemple, Le Rouge et le Noir de Stendhal avec ce fameux Julien Sorel. Puis on pourrait presque aussi dire que cette énergie est très souvent liée à l'amour. On pense dans La peau de chagrin à Pauline qui déploie toute une énergie, considérable pour aider, Raphaël jusqu'au bout, alors que pendant ce temps-là, lui déploie beaucoup d'énergie pour séduire les femmes. Et donc l'énergie se confond très souvent dans les personnages romanesques avec, les passions et donc elle prend cette connotation, plus ambiguë car elle est présentée comme, dangereuse et peut être aussi, celle qui va conduire le personnage à un excès, épuisant. Ce qui sera bien sûr le cas pour Raphaël qui se définit comme un jeune homme plein d'énergie, mais une énergie qui n'arrive pas à se réaliser dans la société. Alors cette énergie, pourquoi dans le parcours associé, le titre du parcours associé, pourquoi cette énergie est-elle associée à 2 autres mots que sont création et destruction? Alors tout d'abord, on va essayer de s'intéresser aux 2 mots et puis bien sûr, ce qui frappe tout de suite votre attention, c'est que d'emblée, on constate que ce sont 2 termes, somme toute, qu'on pourrait qualifier d'antinomiques, en opposés, qui sont contraires. Puisque la création, elle, consiste à inventer, à donner vie et forme à quelque chose qui n'en a pas. La destruction, quant à elle, consiste, à l'opposé, à faire disparaître quelque chose qui existait déjà. Et bien sûr, si on regarde comment est formulé le parcours associé, on constate que ces 2 mots sont reliés par une conjonction de coordination qui est « et ». Et donc
Cela présuppose un lien paradoxal entre création et destruction et on va d'emblée s'interroger sur le lien. On va se demander alors si cette création ne contient-elle pas sa propre destruction et si la destruction fait partie ou peut être considérée comme faisant partie du processus de création. Donc d'emblée, le titre induit une idée de lien paradoxal entre les 2 termes. On pourrait se dire que ce lien paradoxal entre création et destruction, en fait, est établi aussi dès l'origine du monde, si on réfléchit bien. La Genèse, dans la Bible, fournit un exemple parfait de cette, destruction, ou du moins de destruction d'une création par son créateur. Dieu, en effet, qui était mécontent de ce qui est devenu, sa propre création, c'est-à-dire la terre, décide de détruire son œuvre. Sauf, bien sûr, vous le savez, Noé et sa, famille. Et donc le créateur se veut à l'image du Dieu de la Genèse. Il ambitionne de créer la vie à travers son œuvre. On pense à la réaction de Raphaël, hein, quand il est face au tableau du portrait de Jésus-Christ, par le peintre Raphaël. Le jeune homme est ébloui, parce que le sauveur paraît vivant. Et puis on pense aussi dans l'œuvre de Zola, c'est le titre, hein, d'une de ses œuvres majeures, Claude, le personnage principal, s'attache à rendre vivant, sa femme nue, en tant que peintre et d'ailleurs, au bout d'un moment, son épouse va considérer même le tableau comme une véritable rivale et donc ces 2 exemples montrent bien que, en fait, la création est d'emblée perçue comme, dangereuse parce qu'elle donne à l'artiste, cette, idée, presque un désir illimité de toujours créer davantage et comme le dieu de la Genèse, l'artiste détruit parfois son œuvre parce que celle-ci ne correspond pas à son idéal. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, dans La peau de chagrin, les médecins, attribuent l'extrême, faiblesse de Raphaël, la faiblesse physique, à l'intensité de son travail pour écrire, coûte que coûte cette théorie de la volonté. Et on a presque, et on pourrait dire que La peau de chagrin devient le symbole de ce dilemme tragique du créateur qui est condamné à détruire ses forces vitales, dans l'acte même de la création, puisqu'on a cette fameuse phrase: «Vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit». Donc il y a cette idée, hein, de cette évocation justement de ce dilemme, ce mariage fatal entre création et destruction. Et La peau de chagrin, on peut la considérer à ce moment-là comme un roman de l'énergie, en ce sens que l'énergie commande et explique le sort de presque tous les personnages et Balzac, en fait, expose ici une conception presque philosophique de l'existence, une conception, qu'on va qualifier de vitaliste, qui, privilégie cette recherche de sensations fortes. Alors, vous allez me dire, cette conception vitaliste, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut savoir que, cette, idée, cette vision était quelque chose qui était très en vogue à l'époque, de Balzac. C'était quelque chose presque à la mode dans certains milieux et en particulier les milieux médicaux et philosophiques qui pensaient et qui croyaient en l'existence en fait de chez chaque homme, d'une sorte de souffle vital. D'ailleurs, il y a un épisode où, je vous rappelle, Raphaël consulte un médecin et il lui parle justement de cette idée du souffle vital. Cette question de l'énergie, elle est centrale, hein, dans l'œuvre de Balzac. Il faut savoir que Balzac s'intéressait énormément, à tous les phénomènes à son époque du magnétisme, de l'électricité, de la, thermodynamique. Bref, tous ces éléments-là, il va les transposer justement, dans sa vision littéraire. Alors par énergie, Balzac désigne par ce terme la force vitale. C'est pour lui un fluide matériel qui est comparable à la lumière, à l'électricité, à la vapeur, qui se projette en mouvement et qui va se traduire par le mouvement de la pensée et aussi le mouvement du corps. Selon Balzac, l'énergie vitale, qui est donnée en quantité limitée, n'est pas renouvelable et c'est bien ça le problème. Ce capital d'énergie permet certes d'agir sur le monde, les êtres, que symbolise la peau, mais ce capital va s'appauvrir au fur et à mesure qu'on le consomme et la vie décroît en raison directe, hein, de la puissance des désirs, mais la mort survient lorsque toute l'énergie est épuisée.
et d'ailleurs Raphaël meurt lorsque sa peau est réduite à néant, conformément d'ailleurs à l'avertissement de l'antiquaire au moment du pacte. Cette idée de consommation, on la retrouve très souvent dans La peau de chagrin. Il y a de nombreuses images, qui, traduisent cette idée, hein, de la consommation lente et progressive. L'idée du bouillonnement, du feu intérieur, ces images sont en effet récurrentes pour exprimer ce processus, de cette énergie vitale qui décroît. Par exemple, vous avez Raphaël, hein, qui dit plusieurs fois sentir dans sa poitrine un foyer qui le brûle, et il évoque justement cette, souffrance, cette idée d'une combustion, trop rapide et donc on a, cette image au fur et à mesure du roman d'un corps qui est rongé de l'intérieur et on le voit de façon vraiment prégnante, à travers le personnage de Raphaël. Alors selon Balzac, l'humanité est justement, fait de cette énergie, vivifiante et fatale et il dira que justement tout homme est, guidé justement par cette passion, ces désirs, qui le dévorent et ces manifestations de l'énergie vitale peuvent donner et conférer à l'homme une puissance inégalée qui lui permet justement de dépasser ses limites, d'accomplir, l'impossible mais comme le dit Balzac, la pensée, c'est aussi une puissance désorganisatrice et ravageuse et on peut retrouver, cette idée effectivement, à travers le personnage même du père de Raphaël, qui meurt, d'une idée qui est assez simple, celle d'avoir ruiné son fils adoré et donc il y a cette idée justement, de passion destructrice, ravageuse, fatale, qui au départ était bien sûr, la traduction d'une forme d'énergie, mais qui est, marquée par cet aspect tragique. Et d'ailleurs, si on regarde d'un peu plus près, les génies balsaciens, hein, c'est-à-dire ces personnages qui débordent d'énergie, sont tous voués à l'échec, à la folie et à la mort. Il y a ce côté presque de la part de Balzac, de réécrire le fatum, la fatalité tragique qu'on avait déjà présente, dans les héros, par exemple raciniens. Raphaël d'ailleurs ne fait pas exception. Quelque part, il est incapable de canaliser son énergie, d'utiliser avec sagesse la peau. Il passe, d'un excès de dépenses à un excès d'économie et il va succomber à un ultime, élan, du désir, hein, foudroyé, à la fin du roman. Et ce qui est amusant, enfin, si on peut le dire comme ça, c'est de se demander si, Raphaël, à certains égards bien sûr, hein, ressemble, à Balzac lui-même. Attention, pas de confusion non plus quand même entre le personnage et l'auteur. Mais quelque part, Balzac, à l'image de ces personnages, est aussi la traduction de cette énergie vitale, qui est à la fois créatrice, mais aussi destructrice. C'est un forçat littéraire, Balzac, hein. Il se condamne à une mort, prématurée par la façon même dont il vit, et dont il travaille. Il va, d'ailleurs écrire dans une lettre en 1834 cette phrase presque, qui annonce, sa fin, prématurée. Ce serait curieux de voir mourir, si jeune l'auteur de La peau de chagrin. Il évoque effectivement, son cerveau qui bout, avec toutes ses idées et en même temps l'inactivité de son corps. Il évoque, sa sobriété, son abstinence et en même temps, ses excès, qui, le détruisent au fur et à mesure. Donc on voit bien ici comment se confond, à la fois, l'auteur, le créateur avec justement, ces êtres de papier qu'il invente. Alors si on réfléchit, la peau, la peau de chagrin, est comme une métaphore de l'existence, tiraillée entre la création et la destruction. Elle réunit à elle seule ce qui fait le fondement même d'un homme, le vouloir et le pouvoir. Vouloir, c'est en effet désirer, pouvoir, c'est en effet, réaliser tous ses désirs. Et l'inscription qu'elle comporte, en forme de triangle inversé, traduit bien cette idée du, vouloir et du pouvoir, mais avec cette idée que, la vie diminue en fonction des volontés exprimées et surtout exaucées, avec donc cette idée de l'énergie qui décroît. Et donc,
s'offre à travers cette peau de chagrin une véritable question qui tourne autour de l'idée de: que choisir, et quelle vie choisir? La question qui se pose, c'est comment consommer cette énergie? Et Balzac, bien sûr, offre ce défi à son personnage de Raphaël, mais bien au-delà, il offre ce défi à nous, lecteurs. Comment consommer cette énergie? Est-ce qu'on va la consommer en avare, en l'économisant? Ou à l'inverse, est-ce qu'on va la consommer, cette énergie, avec excès et prodigalité? Et de ce choix, presque de ce dilemme, dépend la vie qu'on mènera. Première option, on décide d'être avare et de ne pas dépenser cette énergie. Et dans ce cas-là, on aura une existence longue, certes, mais fade, si on décide de vivre tout dans l'économie. Deuxième option, on choisit l'excès, la prodigalité. Dans ce cas-là, on va vivre une vie intense, mais brève, puisqu'on décidera justement de ce côté excessif. Et l'antiquaire a pendant longtemps d'ailleurs échappé à ce dilemme. En faisant quoi? Eh bien, tout simplement en se réfugiant dans le savoir, qui pour lui permet de tout vivre par la pensée et sans avoir justement à s'épuiser physiquement. Mais finalement, il, aboutira à l'idée, il va reconnaître son erreur, il aboutira à cette idée que savoir, donc apprendre, n'est pas vivre, donc sa solution n'en était pas une. Alors si on revient justement à cette idée que la peau de chagrin traduit cette idée de choisir sa vie, eh bien, on a bien sûr la première option qu'on évoquait, qui est vivre pleinement. Et cette idée de vivre pleinement, à ce moment-là, passe par une quête de l'intensité qui ne peut s'effectuer que dans les excès de toute nature et où on retrouve la fameuse équation entre création et destruction qui sont immanquablement liées l'une à l'autre. Cette, peau de chagrin, ou du moins ce roman La peau de chagrin, est bien la traduction de cette recherche de sensations fortes. On voit bien que, tout le roman est traversé par ces excès, qui sont inhérents à une vie intense. Cette énergie est créatrice, dans la mesure où elle permet de s'extraire de la fadeur, de la monotonie de l'existence et tout le roman est traversé par ces idées d'excès. Si on regarde de près, effectivement, le premier excès qui est mis en relief, c'est l'excès de travail, de concentration intellectuelle, et bien sûr, on pense à Raphaël lorsqu'il rédige dans sa mansarde sa théorie de la volonté. Et bien sûr, on pense à Balzac lui-même, hein, qui est dans cet excès, en tant que créateur. Excès de travail, mais aussi excès de nourriture, d'ivresse. On le retrouve, bien évidemment dans ce roman à travers, le banquet chez Taillefer, hein. On a ce côté, excessif, hyperbolique, de nourriture, d'ivresse dans tous les sens du terme. Excès d'argent aussi dans le roman. On a cette, thématique, de l'aspect économique, hein, qui est récurrent chez Balzac, avec cette idée que l'argent permet de tout s'acheter et de tout acheter. Et ça, c'est une problématique qui se retrouve très souvent dans l'ensemble de la comédie humaine. Il y a un excès justement de cet aspect, pécunier. Mais aussi, il y a, cette idée de l'excès qui se retrouve à travers les excès sexuels des courtisanes, de Raphaël lui-même et la façon, dont il se comporte vis-à-vis, des femmes. Et on passe, bien sûr, c'est Fédora, c'est Pauline, mais aussi toutes les autres. La liste est quasiment, infinie, puisque ce roman est bien la traduction de cette idée de rechercher des sensations fortes, de vivre la vie de façon excessive et bien sûr, heu, ça fait penser à ce mariage paradoxal entre création et destruction. Alors vous allez me dire, il serait bon d'évoquer, un personnage qui, bien sûr est central, c'est notre personnage principal, notre héros, qui est quand même un cas paradoxal par rapport à cette idée d'énergie, vitale. Et au regard de cette conception vitaliste de l'existence, Raphaël, en fait, apparaît comme un personnage peu énergique. Il a On pourrait faire émerger 3 traits de caractère qui fait dire que
il est, à l'inverse de cette philosophie, vitaliste que développe, Balzac dans ses romans et on verra justement après avoir évoqué ces 3 aspects du personnage, on verra pourquoi Balzac finalement a construit Raphaël de Valentin de la sorte. Alors pourquoi on peut dire que Raphaël est un personnage qui ne correspond pas à cette conception vitaliste? Bah, tout d'abord parce que c'est un homme qui est peu énergique, par lui-même, hein. Il est certes la figure centrale de l'œuvre, mais on pourrait dire que c'est presque, on pourrait le qualifier de héros faible. Et presque on pourrait se poser la question: «Est-il véritablement un héros?» La première partie du roman le montre, hein, puisque, je vous rappelle, au début du roman, il est d'ailleurs sur le point de se suicider à la suite d'un double échec à la fois littéraire et sentimental. Il est peu énergique parce qu'on a l'impression qu'il y a aucun sursaut, qui ne l'emporte. Il y a pas de rage combative qui l'anime. Si Raphaël accepte de prendre possession de la peau, c'est autant par défi que par désir de, hâter sa mort prochaine. L'antiquaire lui dit même: «Vous vouliez mourir? Eh bien, votre suicide n'est que retardé». Retardé, effectivement, en permanence, il retarde tout ce Raphaël et puis, l'énergie dont il dispose, je vous le rappelle, n'est pas une énergie qui vient de lui. Elle est extérieure, elle ne vient pas, de son être, de sa profondeur en tant qu'être et c'est ça qui fait dire qu'il est peu énergique parce que finalement cette énergie, ne lui vient pas de lui et il a une faiblesse, une mentalité qui est assez décevante, pour, un personnage qui est censé être le héros de l'histoire. Donc c'est un personnage peu énergique. Si on regarde aussi et pour, parfaire le portrait, hein, peu flatteur, c'est un homme de petite ambition. Finalement, la peau de chagrin lui donne le pouvoir, mais elle ne lui insuffle pas le vouloir, qui, est propre aux arrivistes, aux conquérants et bien sûr, là, on pense à Rastignac. Heu, Finalement, ses principaux souhaits concernent juste son confort et son bonheur personnel. C'est-à-dire que, il n'a pas envie, comme Rastignac, de posséder, la société. Alors on peut critiquer bien sûr, Rastignac, mais il n'y a pas cette ambition, dévorante d'exister, dans la société. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de devenir riche pour vivre à son aise, conquérir éventuellement Pauline pour être heureux et ça s'arrête là. Donc il y a bien cette idée qu'il est auto-centré, seul existe son bonheur personnel, d'où cette idée qu'il a une petite ambition. Et c'est au moment même d'ailleurs où la possession de la peau de chagrin lui permet tout, qu'il renonce à l'excessive ambition qu'il avait pourtant, dès sa jeunesse et qui lui faisait croire, hein, qu'il était, destiné à de grandes choses. Donc il y a vraiment cette idée effectivement, là, pour le coup, de l'opposer à Rastignac. L'un a une nob enfin pas une noble, pardon, une grande ambition, qu'on peut critiquer bien sûr, c'est un arriviste. L'autre a une petite ambition. Et puis, qu'est-ce qui fait dire que justement il ne correspond pas à cette, conception vitaliste? C'est un homme qui est finalement condamné à l'impuissance. Raphaël, n'utilise pas la toute-puissance que lui confère la peau, et quand il s'en sort, heu, de façon provisoire, c'est souvent à mauvais escient. La troisième partie du roman le voit progressivement adopter une vie de reclus. Il devient, solitaire, il est marginalisé, par exemple à Aix-les-Bains. Il, tente même, de se confondre avec la nature comme un rocher, parce que, ça lui permet justement de presque s'effacer. Et il découvre en fait, par là même, l'implacable loi de l'existence. Tout pouvoir conduit à la mort, comme tout vouloir et tout savoir. Et c'est ça qui fait que, c'est aussi un personnage condamné à l'impuissance, parce qu'il se rend compte qu'il ne pourra rien faire, qui, va à l'encontre de son destin. Alors bien sûr, à travers ce personnage de Raphaël, Balzac pose une question, presque, existentielle à son lecteur. Saurez-vous combiner, création et destruction de façon, habile?
Saurez-vous, prendre possession de cette énergie? Et en fait, dans ce roman, à travers ce personnage qui est héros sans véritablement l'être, qui est Raphaël, Balzac pose la question à son lecteur: «Mais quelle sera votre quête? Quelle sera la vie, que vous choisirez? Comment vous allez vous emparer de l'énergie, de cette énergie vitale? Est-ce que vous prendrez le pari de vivre avec ses excès ou est-ce que vous prendrez le pari de vivre avec modération?» Donc c'est là où on peut se dire que ce roman est passionnant parce qu'il est à la fois réaliste, fantastique, mais aussi, philosophique puisque au-delà de l'intrigue avec Raphaël, il pose une vraie question au lecteur sur cette quête, de l'existence. Voilà, cet épisode consacré à la peau de chagrin est terminé. Il était certes un petit peu plus long que les autres de la série, mais il était, nécessaire de prendre le temps d'expliquer justement ces 3 termes clés du parcours associé: énergie, création, destruction, qui, certainement seront, repris dans des sujets de dissertation qu'on vous proposa le jour de l'écrit. Donc essayez de bien cerner ces 3 termes et servez-vous aussi de l'infographie qui accompagne cet épisode afin d'avoir une vision, globale, de ces mots-clés et de comprendre, les enjeux véritables de ce roman aussi riche que singulier. Et d'ici là, je vous dis à très vite sur Clapotis.